Bonjour Marie-Charlotte Boutier, dites Macha Boutier, je suis ravie et émue de vous accueillir sur Tribune Libre. Votre témoignage est précieux, vous faites partie des personnes qui, sous une pression professionnelle notamment, ont fini par accepter les injections des vaccins dits anti-Covid, enfin des pseudo-vaccins dits anti-Covid. Et votre témoignage est évidemment précieux. Je pense que nous devons mettre votre parole en avant. D'ailleurs, on va se tutoyer puisque vous m'avez demandé, tu m'as demandé, Macha, qu'on puisse se tutoyer. Donc, ta parole est précieuse puisque tu fais partie de ces victimes qui sont rentrées dans la lutte collective pour faire émerger au mieux la vérité ou au moins une partie de la vérité. Et donc, tu fais partie de ces victimes qui ne sont ni dans le déni, ni dans l'orgueil, ce qui est une preuve de courage et d'intelligence. Nous devons donc unir nos forces et témoigner ensemble. Bienvenue, Macha, sur Tribune Libre. Merci. Alors, Macha, tout d'abord, au tout départ, tu es donc une jeune et jolie maman de deux petits garçons de 4 et 6 ans. Tu vis en Normandie, tu étais en pleine forme, très sportive, tu menais une vie bien remplie. Tu étais, on dit au passé, préparatrice en pharmacie. Tout à fait, oui. Voilà, ton métier t'a mise sous une pression intenable au moment de cette campagne de vaccination, entre guillemets, et de cette imposition du pass. Comment ça s'est passé pour en arriver à céder à ces injections auxquelles tu n'étais pas forcément très favorable au départ, tu n'étais pas très convaincue, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en termes de profession, je faisais partie de la profession de santé. Donc, on avait forcément, par rapport à la loi, une obligation vaccinale. Donc, moi, il est clair que dès le départ, je n'avais aucune envie de me faire injecter un produit qui avait été trop rapidement mis sur le marché. J'étais pas pour le faire et donc dans ma profession, dans le cadre de ma profession, on m'a demandé de réaliser ces injections, les premières injections, parce qu'on travaillait avec un EHPAD et en fait on devait livrer des médicaments, rentrer dans l'EHPAD, on avait contact en fait avec les personnes âgées et donc notre responsable de l'époque nous avait demandé de faire le vaccin comme il était absolument prévu de le faire par rapport à la loi. Donc, j'ai dû plier par rapport à ce fait-là. Et j'ai plié aussi par rapport à un deuxième facteur qui n'est pas dans le cadre de mon travail, mais dans le cadre de ma sphère familiale, puisque j'ai un petit garçon qui a 6 ans et qui, à l'époque, en 2021, enfin même encore aujourd'hui, hein, a des gros soucis de santé. Il a plusieurs pathologies. Et on devait se rendre à l'époque tous les 15 jours à l'hôpital pour qu'il reçoive des injections dans son ventre. Sauf que bah, sans passe vaccinal, on ne rentrait pas dans l'hôpital et que au début, bah, je faisais des tests PCR, mais en faire tous les 15 jours, bon, bah, voilà, c'est compliqué. Donc, la pression du travail plus la pression au niveau de mon petit garçon, j'ai été obligée de plier à ces injections. Tu n'as pas eu d'effet secondaire tout de suite, d'ailleurs. La première injection s'est Non, plutôt bien passée, c'est ça? la première injection, oui, tout à fait. La première injection, ça s'est relativement bien passé. Donc, comme mes collègues me disaient, bah, écoute, Macha, vas-y, regarde, nous, on n'a pas d'effet indésirable, parce que j'étais la dernière à me faire vacciner. Mhm. Ils m'ont dit, voilà, vas-y, c'est safe, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé, c'est quand même un gros labo. Nous, on travaille beaucoup avec Pfizer, il n'y a jamais eu de soucis. Vas-y, de toute façon, s'il y avait eu des effets indésirables, on les aurait eus. Donc, c'est vrai que je me suis confortée au début par rapport à ça et le fait que, du coup, moi-même, après la première dose, je n'ai eu aucun effet indésirable. Donc, 6 semaines après, je suis allée pour la deuxième, puisque c'était comme un espèce de rappel, en fait, hein. On devait absolument y aller pour que la première soit bien efficace. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des effets indésirables au bout de la deuxième injection. Il Donc s'est j'ai passé, eu des... ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y. Il s'est passé quoi à ce moment-là, après cette deuxième injection? Tout de suite après, si j'ai bien compris. Oui, bah en fait, quelques heures après, j'ai commencé à avoir des douleurs cervicales assez fortes. Ça a commencé vraiment comme ça les 10 premiers jours. Des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, vraiment très très fortes. Et puis des nausées qui sont arrivées, des nausées, des problèmes gastro. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il y a un souci, c'est pas normal. J'avais du mal à manger, j'étais
très vite épuisée, j'avais mal au cœur tout le temps, c'était très compliqué de me nourrir. Et du fait, donc je suis allée voir mon médecin et mon médecin m'a répondu, écoute, Macha, t'es quelqu'un de très speed, t'as une vie à 100 à l'heure, tu nous fais peut-être un petit burn-out, ça n'a rien à voir avec le vaccin, nous, on n'a aucun effet indésirable de relever pour l'instant, sinon, tu serais la première, mais pour moi, c'est juste un burn-out, tu te reposes et puis ça va aller mieux. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, il a peut-être raison, c'est peut-être pas les effets indésirables du vaccin, c'est peut-être tout simplement moi qui suis fatiguée, et puis bah, je vais voir par la suite. Et puis, bah, 8 mois passés, j'étais déjà à moins 22 kilos, une fatigue excessive, pas normale, j'avais du mal à aller courir. Avant, je faisais entre 15 et 20 kilomètres de course à pied par sortie. Au bout de 5 kilomètres, j'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus, j'avais mal dans les jambes. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis vraiment rincée. Et puis, bah, j'ai déménagé entre deux. Et donc, j'ai changé de pharmacie et j'ai trouvé un nouvel employeur. Et donc, quand je suis arrivée dans cette pharmacie, je les ai prévenus tout de suite que je ne ferais pas la troisième dose parce que j'ai eu, pour moi, des effets indésirables qui étaient liés au vaccin. Et même si on ne m'a pas vraiment noté noir sur blanc que c'était dû au vaccin, moi, j'en étais persuadée, en fait. Vraiment, c'était un sentiment que j'avais. J'avais fait vraiment le lien, la cause à effet avec le vaccin. Et cette pharmacienne, alors c'est pas ma titulaire, hein, c'est une pharmacienne adjointe, m'a répondu, écoute, de toute façon, nous, on est liés par l'État de se faire vacciner, c'est une obligation. Moi, je suis obligée de te vacciner, effet indésirable ou pas, voilà, moi, je dois te vacciner. Donc, j'ai été la dernière à le faire. Vraiment, en fait, on est venu me rechercher au lacet, quoi. Oui, il faut faire ta troisième dose. T'es la dernière, tout le monde l'a fait, il reste plus que toi. Donc bah, j'y suis allée. Je me suis dit, bon, voilà, encore une fois, c'est pareil, hein, je le répète encore et encore, tout le monde a eu, on va dire 90% des personnes ont eu des obligations de le faire. Que ce soit, alors, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes avec son conjoint, ça peut être le souci financier. Il faut savoir quand même que si on refusait l'injection, on avait zéro rentrée d'argent. Les professionnels de santé qui ont été virés n'avaient pas de rentrée d'argent. Et ça, moi, à l'époque, j'étais toute seule avec mes deux garçons. C'était un autre facteur qui n'était pas possible pour moi de prendre en charge. Je ne pouvais pas me retrouver toute seule aussi avec mes deux enfants sans rentrée d'argent. Et je ne me voyais pas reprendre une formation dans l'état que j'étais à l'époque pour changer de métier, quoi. C'était très compliqué. Donc, bah, voilà, troisième injection. Et là, 2 heures après, ça a été le drame, clairement le drame, parce que j'ai senti mon état se dégrader, mais vraiment très, très rapidement. J'ai commencé à avoir des douleurs au point d'injection qui sont remontées de nouveau au niveau du cervical. Et puis ensuite, j'ai eu une énorme migraine, une céphalée, mais je pouvais pas travailler, quoi. J'étais devant l'ordinateur, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à me concentrer, à répondre aux patients. En plus, j'étais sur mon lieu de travail. Ma vue devenait double. J'ai eu des nausées qui sont montées, des coups de chaud. Alors, j'ai eu de la fièvre, les jambes qui commençaient à lâcher, une fatigue excessive. Enfin, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un Doliprane, je me suis couchée. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée avec des douleurs dans les os, dans le corps, dans les muscles, migraine, nausées, je tenais pas sur mes jambes. J'avais du lait qui sortait de ma poitrine, une galactorée. Alors qu'une galactorée, quand on n'a pas allaité depuis 3 ans, c'est qu'il y a un problème. J'ai eu des mélanoses au niveau des parties intimes, donc des colorations noires très impressionnantes qui sont apparues en moins de 24 heures. Des douleurs prémenstruelles, comme si j'étais en fait en train d'accoucher, hein, clairement, ça me faisait des douleurs au niveau du ventre affreuses et tout un tas de symptômes et la fatigue, mais c'est une fatigue, c'est pas comme quand on dit oh, je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. C'est vraiment une fatigue où même le fait de bouger un membre, c'est comme si on avait fait un effort tellement intense que on était complètement vidé de toute énergie. Et là, j'ai commencé à paniquer vraiment. Et j'ai contacté ma gynécologue qui me suivait et elle m'a pris en urgence le lendemain. Et elle était en panique quand elle m'a reçue. Elle était en panique, elle a vu le lait qui sortait de ma poitrine, elle a vu mes taches,
Elle m'a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Elle courait partout dans le cabinet, elle passait des coups de téléphone pour avoir des rendez-vous. Alors, j'ai passé une échographie le jour même, des prises de sang le jour même, et j'ai même été voir une dermato le jour même en urgence pour qu'elle voit, qu'elle analyse des taches. Donc, elle m'a déclaré que j'avais une mélanose vulvaire et que c'était d'origine inconnue. Alors, pour elle, c'était bénin. Elle m'a fait des prélèvements, mais elle m'a dit, en effet, moi, je suis pas rassurée parce que une jeune femme de 34 ans qui avait aucun problème de santé, qui se retrouve avec autant de symptômes en si peu de temps, c'est très curieux. Alors, elle m'a pas parlé du vaccin parce qu'en fait, au début, pendant cette période-là, le vaccin, c'était vraiment, bah, voilà, les professionnels de santé, enfin, je pense qu'ils étaient complètement, c'était un saint graal pour eux, hein. Ça permettait de pouvoir se sortir de cette épidémie. Je pense qu'il y a la moitié des médecins ou des professionnels de santé qui n'étaient pas au courant de tout ce que ça allait engendrer comme souci. Et c'est vrai qu'au début, tous les médecins et les spécialistes me disaient, mais non, c'est pas le vaccin, mais non, c'est pas le vaccin. Et puis, j'ai rencontré une endocrinologue, une neurologue, un angiologue. J'ai fait des tas d'analyses, des scanners, des IRM, mais tout en urgence parce que les médecins, ils se demandaient ce qui se passait. On a cru que j'avais un cancer qui se métastasait. Au début, c'était vraiment On m'avait dit cancer. Pour eux, c'était un cancer qui était en métastase fulgurant et fallait trouver d'où ça venait. Et donc, on m'a trouvé, après un IRM au cerveau, on m'a trouvé une tumeur sur l'hypophyse. Donc au début, on s'est dit adénome sur l'hypophyse. L'hypophyse, c'est le chef d'orchestre de l'organisme. Tout le monde s'est dit, bah c'est ça. C'est ça qui cause tous vos symptômes. Sauf que la tumeur est bénigne et que pour eux, selon les endocrinologues que j'ai rencontrés, il n'y avait aucune incidence avec la tumeur et mes effets indésirables. C'était pas une tumeur sécrétante. Donc du coup, on a cherché encore un peu. Donc on a fait j'ai passé des scanners à IRM au niveau enfin, du cou jusqu'au cou pelvique. Ils m'ont trouvé deux tumeurs au niveau des poumons, mais pareil, pour eux, c'était des tumeurs qui étaient quand même entre 4 et 6 millimètres, mais à surveiller de près, mais bénignes. Donc du coup, ils comprenaient toujours pas d'où ça venait. Et puis, analyse, puis analyse, puis analyse, on a commencé à voir que j'avais mon système rénine-angiotensine qui était complètement déréglé, que j'étais en hyperréninisme, en hyperaldostéronisme. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. J'étais anémiée. J'avais une dose de vitamine D qui était complètement rachitique, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais comme quelqu'un qui n'absorbait aucun nutriment. Carencé, J'avais même en carence. C'était en ah carence. oui, j'étais en carence, mais de tout. Magnésium, zinc, acide folique, vitamine D, et tout était très très bas. J'étais en anémie. Il y avait beaucoup de facteurs qui rentraient en compte, mais ça n'explique toujours pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Et donc, au final, on m'a laissé un petit peu quelques mois toute seule de mon côté. Et puis là, j'ai eu une pyélonéphrite aiguë. Donc, j'ai eu une infection urinaire qui est montée jusqu'au rein et j'ai failli perdre mon rein. Et on m'a mis sous antibiotiques pendant une quinzaine de jours et j'étais toujours à 42 fièvres et j'étais dans un état très, très dégradé. Franchement, j'ai eu peur pour ma vie parce que j'étais vraiment pas bien. Donc, on m'a emmenée en clinique en urgence. Et donc, j'ai été hospitalisée une semaine. Et pendant une semaine, en fait, le médecin interniste me voyait dormir tout le temps, tout le temps. Dès qu'on rentrait dans ma chambre pour faire des analyses, je dormais, je dormais, je dormais. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible, elle a 34 ans, elle passe sa journée à dormir, la nuit est d'heure, la journée est d'heure. J'ai eu aucune visite exprès pour essayer de récupérer, mais je n'arrêtais pas de dormir et j'étais épuisée, j'avais mal, j'étais vraiment dans un état dégradé. Et là, en fait, ils m'ont fait des analyses, donc j'avais bien des infections dans tout le corps. Et là, un collégial de médecins internistes, donc c'est un peu comme des docteurs house en fait, hein. Ils se mettent autour d'une table et en fait, ils énoncent tous les symptômes sur un tableau et puis bah, c'est à celui qui va trouver la pathologie qui colle avec tout ça. Et donc là, les collégiales se sont mis d'accord sur le fait que j'étais atteinte d'une encéphalomyélite myalgique. Je correspondais vraiment à toutes les pathologies de la maladie, enfin tous les symptômes correspondaient à la pathologie. Parce que cette maladie-là, elle est très très peu connue en France. Pour vous dire même, euh, cette maladie, elle a été diagnostiquée, on a donné un nom à cette maladie en 1800 et quelques.
Et elle a été vraiment reconnue par l'OMS en 1900 et quelques. Alors, je ne peux pas te donner les dates parce que Stéphanie, ma cervelle, c'est une vraie passoire. Mais tout ça, ça se vérifie sur Internet. Mais en gros, c'était une maladie qui atteint beaucoup de personnes dans le monde. Mais il n'y a eu aucune recherche de fait dessus parce que, en fait, elle n'est pas assez intéressante. Et comme c'est une maladie incurable, personne n'a voulu faire de recherche dessus. Donc, on est, nous, malades d'encéphalomyalgie, complètement mis à rebut. Et on n'a plus qu'à comment dire, subir les effets de cette patho. Donc, c'est une maladie neurologique et multisystémique, donc ça touche tous les organes. Donc, c'est une maladie qui est très grave et très handicapante, très débilitante parce qu'il n'y a aucun traitement qui existe et en plus, ça nous handicape énormément. Donc, au début, à l'annonce de cette maladie-là, j'avoue que ça a été vraiment une claque parce que je me suis dit que j'allais pas avoir de porte de sortie, quoi, parce que vu qu'il n'y a aucun traitement qui existe, c'était compliqué. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé d'autres pathologies qui se sont rajoutées encore et encore. Donc on m'a vu un hypométabolisme au cerveau. Le cerveau fonctionne au ralenti et tout à l'arrière de mon cerveau, c'est complètement éteint. On m'a trouvé un STAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. On m'a trouvé une dysbiose, syndrome de l'intestin irritable, un syndrome de Raynaud, euh, donc les tumeurs. On m'a trouvé aussi une myofasciite à macrophage. Et toutes ces pathologies ne sont pas traitables en fait. Et on a vu aussi que mon foie était très très touché par la maladie, puisque j'ai un foie qui est en hépatomégalie. Donc, c'est-à-dire que c'est un foie qui est très très gros, très surchargé. Il est au-delà de sa taille normale. Il est saturé, il fonctionne pas bien. Donc, le foie n'arrive pas à assimiler les nutriments, il n'arrive pas à dégrader les médicaments. Donc, c'est pour ça que tous les traitements que je prends depuis 2 ans, il n'y a pratiquement rien qui me fait effet. Le pancréas commence à être en souffrance aussi. Le cerveau est en souffrance. Mes muscles sont en souffrance. En fait, tout mon corps, les intestins, tout est en souffrance, en fait. Donc, Euh, c'est très compliqué. As-tu à l'heure actuelle obtenu cette expertise médicale que Marc Doyer a obtenue pour Morissette et Michel Musso a obtenue pour sa fille Eva, l'expertise médicale qui permet de confirmer officiellement le lien entre ces trois injections, notamment les deux dernières particulièrement, et ces multiples pathologies dont tu souffres? Alors, il y a seulement 2 médecins qui ont accepté, 2 grands spécialistes qui ont accepté de me noter noir sur blanc que mes pathologies sont induites directement suite à la vaccination SARS-CoV-2. Donc c'est écrit noir sur blanc par 2 spécialistes. Le souci étant que aujourd'hui, si on veut faire valoir en fait en gros son état, c'est très compliqué. Il faut faire appel à des experts. Sauf que ces experts, ils sont majoritairement achetés par les sociétés Big Pharma, etc., la NSM. Donc, en fait, tout est contrôlé. Donc, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit de faire des dossiers auprès de l'OMNIAM, sauf que les personnes qui étaient gravement atteintes ont eu des retours négatifs de l'OMNIAM. On leur a dit que ce n'était pas dû au vaccin. Donc, ils sont repartis à zéro, ils ont fait les démarches pour rien. Donc moi, j'ai voulu passer par un autre système. Donc j'ai voulu en fait commencer par avoir déjà mon retour de pharmacovigilance. Sauf que après avoir fait la déclaration, la pharmacienne qui m'a fait la déclaration ne m'a pas donné le retour. Elle me disait que en fait, elle avait perdu le papier, elle savait pas où il était, et ça fait plus de 2 ans maintenant que je réclame le papier. Donc, j'ai fait la réclamation auprès de la NSM et la NSM m'a répondu que c'était le pharmacien qui m'avait fait la déclaration qui avait uniquement le droit de récupérer ce papier et pas moi. Donc, vous voyez, c'est quand même mal fait parce que on n'a pas le droit d'avoir le retour. Alors, même s'il y a conflit d'intérêts, même si j'en veux à personne, parce que même si j'avais voulu me retourner contre les pharmaciens, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai un respect profond pour les personnes qui m'ont employé et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Je pense que nous, en tant que pharmaciens préparateurs, on était très mal avertis de ce qui se passait. On ne savait même pas ce qu'il y avait dans la composition des vaccins. Les étiquettes étaient vierges. On ne pouvait pas voir ce qui était composé dedans. Et en fait, voilà, aujourd'hui, là, j'attends le retour. Là, j'ai relancé aujourd'hui, ce matin, juste avant ton interview, j'ai relancé la NSM, j'ai relancé mes employeurs pour avoir le retour. Donc là, normalement, je suis censée l'avoir aujourd'hui. Et entre deux, j'ai eu un résultat, c'est-à-dire que j'ai envoyé mes numéros de lot
sur des sites qui recensent tous les effets indésirables par rapport au numéro de lot. Et donc, on a retrouvé mes numéros de lot et les 3 injections que j'ai reçues font partie des numéros de lot les plus délétères. Ils sont en tête de liste avec énormément de personnes décédées, beaucoup de personnes qui sont handicapées et qui ont des troubles de handicap à vie, c'est-à-dire des pathologies comme des maladies de Charcot, des Creutzfeldt-Jakob, des encéphalomyélites myalgiques, des choses qui ne se guérissent pas et qui ont des effets vraiment très néfastes sur la santé et beaucoup de morts, vraiment beaucoup de morts. D'accord. En parlant de l'eau, je crois savoir que tu as fait étudier ces 3 fioles que tu as reçues par Patrick Jolan, Oui, d'ailleurs avec qui tu as fait une émission excellente tout récemment chez mon collègue que je salue, Nicolas Bouvier, une émission avec Ronald Guillaumont, Patrick Jolan donc et Anne-Marie Guy, avec qui tu as coécrit ce livre précieux, extrêmement bien documenté, dans lequel Patrick, qui est un fouineur méticuleux, euh, apporte des documents et des preuves, notamment les preuves de la présence d'excipients de classe internationale niveau 3, donc reconnus comme toxiques, et qui étaient déjà donc relevés en date du 19 février 2021 par l'Agence européenne du médicament. Voilà, ces fameux excipients portent le doux nom de ALC 0315 et ALC 0159, et ils sont classés comme dangereux par le fabricant lui-même. Il suffit d'être curieux et de faire ses recherches soi-même. Tout est retrouvable sur Internet puisque, par bonheur, dans ce cas-là, Internet a de la mémoire. Voilà, donc je salue ce très bel ouvrage que vous avez euh, écrit ensemble. Voilà, chacun apportant son point de vue et son expertise. D'ailleurs, quand Patrick a étudié ces 3 fioles, lui confirme que donc elles ont ces excipients ou elles font partie de ces lots extrêmement dangereux. C'est bien ça? tout à fait. Oui, tout à fait. Il a vraiment fait, enfin, ils ont fait un travail extraordinaire et je remercie encore Patrick parce que c'est lui qui est venu vers moi pour me proposer son aide. Et il a publié mon témoignage déjà dans son livre Compris en bande organisée. Et ça, je le remercie beaucoup. Et il m'a proposé d'écrire ce livre qu'il a écrit très rapidement. Je précise qu'il a écrit ce livre en un mois seulement. Il a travaillé jour et nuit pour trouver les preuves, pour chercher vraiment tous les documents, les sources de toutes ces preuves de génocide. Clairement, on peut le dire comme ça. Tout le monde était au courant, autant le gouvernement français que tous les pays qui ont, euh, qui ont proposé cette obligation vaccinale et qui ont injecté leurs citoyens. Euh, c'est un travail vraiment de fou qu'il a réalisé et qu'ils ont réalisé parce qu'Anne-Marie a aussi beaucoup travaillé, Ronald aussi, et je les remercie énormément. Et c'est vrai que quand plus on avançait dans l'enquête, plus en fait on était tous retournés parce que en fait ça arrivait par petites bribes, hein. Dès qu'on retrouvait des infos, dès qu'on retrouvait des preuves, on se disait mais c'est pas possible, ça en plus, ça en plus, ça en plus, et il en retrouvait encore et encore. C'est pour ça qu'on a 2 éditions du livre. Là il y a la dernière édition qui est sur Amazon. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, on a tellement de preuves, on ne peut pas nous dire que non, le vaccin a sauvé des vies, non, le vaccin ne protège pas du Covid-19, n'empêche pas la transmission. Et en fait, on nous a menti sur toute la ligne. En plus, le vaccin, enfin cette injection, parce que c'est même pas un vaccin, contient des produits qui sont très dangereux pour la santé. Et en plus de ça, on a retrouvé du graphène dans les diluants, on a retrouvé tellement de choses. Alors, on peut dire que dans cette injection, il n'y a pas un facteur qui détruit des vies, il y en a plusieurs. Et c'est ça qui est grave. Il y a la spike, il y a les nanoparticules lipidiques, il y a les solvants. Et en fait, tout a été fait, mais vraiment tout a été fait pour faire du mal. Et là, on ne peut pas dire que ça a été fait inconsciemment, puisque tout a été caché par les labos. Patrick, il a réussi à débiffer toutes les choses qui ont été griffonnées, toutes les choses qui ont été supprimées, parce que c'est pareil, il y a eu des éléments, des preuves qui ont été supprimées d'Internet. Et lui, grâce à ses logiciels, il a réussi à revenir en arrière pour retrouver ses preuves. Et il a fait un travail extraordinaire et je le remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a des preuves fiables et solides pour pouvoir monter des dossiers auprès de la justice.
Oui. Et d'ailleurs, ces numéros de lot qui correspondent donc à tes trois fioles confirment cette hypothèse que nous avions envisagée dès le début, euh, que toutes les fioles ne contiennent pas les mêmes produits. Tout à fait, tout Mhm. à fait. En fait, il y a des numéros de l'eau qui, on va dire, qui sont plus doux, d'autres qui sont plus agressifs, d'autres qui sont très délétères et d'autres qui sont mortels. Il Donc, y, il y a vraiment des choix d'empoisonner la société, quoi. il y aurait des placebos, comme dans tout essai thérapeutique également. Oui, oui, également, Voilà, ce qui explique que des personnes multi-injectées n'auraient jamais d'effet secondaire, en toute logique. tout à fait. Comment as-tu, parce que tu as eu un peu une traversée solitaire après ces déclarations assez de pathologies fulgurantes, euh, comment as-tu rencontré Patrick, Anne-Marie et Ronald? Alors, c'est une belle histoire parce qu'en fait, moi, je suis restée dans le noir pendant pratiquement un an et demi. Quand je dis dans le noir, c'est-à-dire toute seule à me morfondre avec mes pathologies, à me voir me dégrader. Et un jour, en fait, je suis tombée sur le témoignage à la télévision, enfin, sur Internet et sur une chaîne régionale France 3 de Mathieu Dubois, qui a été une victime du vaccin et qui a créé une association qui s'appelle AA Victime. Et donc, moi, je l'ai tout de suite contacté parce que je me suis dit, je peux pas rester comme ça à mourir dans mon coin. Et il m'a tendu la main. Il m'a clairement sauvé la vie parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment plus goût à la vie, à souffrir le martyr toute seule de mon côté. À part ma famille qui me soutenait, j'avais personne d'autre à qui en parler. Et donc, bah, en fait, je me suis mise à témoigner parce que déjà par le biais de l'association, on m'a demandé une vidéo pour témoigner. Ce qui a été super, c'est que ça m'a déclenché des idées. Je me suis dit, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et donc, je me suis mis à faire des vidéos de témoignages. La première vidéo que j'ai faite, elle a fait 1 million de vues sur TikTok et j'ai eu 10 000 abonnés en 3 4 jours. Et on m'a complètement banni mon compte parce que, bah voilà, dire la vérité, c'est compliqué. Et j'ai recréé un compte TikTok sur lequel d'ailleurs, tu vois, toutes les vidéos que elles restent 10 minutes ou 1 heure et après c'est consigne communautaire et c'est terminé. Elles sont retirées immédiatement. Je fais partie vraiment de la liste noire. Et donc, Patrick Joland est tombé sur une de mes vidéos. Il a été bouleversé et il m'a tout de suite contacté et il m'a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que je peux pas te laisser comme ça. Tu m'as retourné le cœur. Tu as des enfants, tu as un mari, tu es jeune. Non, je peux pas te laisser comme ça. Donc il m'a pris sous son aile et il m'a proposé de m'aider. Il m'a fait rencontrer Anne-Marie qui m'a donné des traitements, qui m'a aidé à me sentir mieux. J'ai été en relation ensuite avec d'autres personnes, puis encore d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis ça a été très très vite. Et puis je me suis dit, bah, vu qu'on me propose mon aide, euh, qu'on veut m'aider, il faut absolument que je sois une porte-parole, que je sois quelqu'un qui déclare les effets indésirables, qui en parle, qui préviennent. Je voulais absolument prévenir les autres qui n'ont pas été encore touchés, qu'il faut arrêter cette vaccination, arrêter de vous faire vacciner. Et aussi pour toutes ces personnes qui sont chez elles, comme moi je l'ai été toute seule, de se dire, ah mais oui, mon état s'est dégradé après le vaccin. Donc c'est peut-être le vaccin. En effet, oui, j'avais pas fait la relation. Maintenant, je la fais. Hop, je vais déclarer mes effets parce qu'on est seulement 10% à avoir déclaré les effets indésirables. Et c'est très important de déclarer ces effets parce que plus on sera nombreux à être reconnus victimes, plus on fera bouger les choses et plus on fera plier ces gouvernements et ces industries qui nous ont empoisonnés. Absolument. Il y aura une action en justice de ton côté à Ah suivre. oui, clairement, moi je te le dis, Stéphanie, après qu'on m'ait dit que ma vie, elle était mise en sursis, j'ai décidé pour mes enfants de me battre. Alors, pour avoir une reconnaissance. Après, vous savez, l'argent en général, c'est pas ça que je cherche, c'est plus la reconnaissance. C'est plus de dire à mes enfants, de laisser une trace à mes enfants que leur maman, elle s'est battue jusqu'au bout et qu'elle s'est pas laissée empoisonner sans rien dire et que mes fils, quand ils seront grands, ils se diront, bah maman, elle a été courageuse, elle s'est battue malgré ses douleurs, sa souffrance, sa fatigue, elle s'est déplacée, elle a crié haut et fort que on l'a empoisonnée et juste moi je veux qu'on note noir sur blanc que oui, j'ai été empoisonnée à cause du vaccin et je vais même te dire Stéphanie, je vais écrire une lettre au président avec mon livre et je veux qu'il présente des excuses à mes fils
lorsque je serai plus de ce monde, parce qu'il a fait partie des personnes euh, qui nous ont empoisonnés et qui nous ont entraînés dans des états euh, inconsidérables. Absolument. Pour finir sur une note positive, est-ce que tu conseillerais des détox aux personnes qui nous suivent et qui auraient reçu ces injections avec qui ont des désagréments plus ou moins graves? Est-ce que tu conseillerais des produits de détox que toi tu prends et qui peuvent te... Alors, moi, je vais être Sans franche conseil avec toi. après, voilà. Moi, je vais être franche avec toi, Stéphanie, c'est que j'ai essayé beaucoup de choses en 2 ans, vraiment beaucoup de choses. Et moi, ça n'a pas fonctionné sur moi parce que je suis très atteinte, c'est-à-dire que mes organes sont très touchés. Donc, c'est comme si, en fait, on donnait à une personne en fin de vie un médicament miracle qui pourrait la faire venir en arrière. Bah là, c'est mon cas, en fait. Je continue à avoir un traitement. Là, je suis sous protocole expérimental d'un médecin qui a essayé d'améliorer des personnes chez qui ça a fonctionné, d'autres non. Moi, mon état, il est quand même bien avancé et bien dégradé. Je suis en état sévère de la maladie, donc c'est compliqué de revenir en arrière. J'ai des petites améliorations, mais on m'a bien spécifié que c'était des améliorations temporaires et que ça ne me guérirait pas. Donc, les traitements que moi j'ai essayés, qui sont des traitements qui ont fonctionné sur d'autres personnes, n'ont pas fonctionné. Donc moi, je ne vais pas dire faut prendre ça, parce que je veux pas qu'on me reproche après d'avoir donné des produits miracles qui n'ont pas fonctionné sur moi-même. On Ça, est je laisse ce travail-là, je le laisse aux médecins, je le laisse aux professionnels, aux médecins résistants. Moi, je ne veux ne parler que ce dont je connais vraiment. Je ne veux pas m'avancer. C'est pour ça que je préfère rien dire. une sage parole. En tout cas, je voulais te remercier infiniment. Je suis très émue pour ce témoignage courageux et qui aide grandement ce combat collectif pour la vérité. Et nous allons suivre au fur et à mesure l'avancée de tes démarches auprès de la justice, puisque nous Ouais. avons un besoin crucial de justice. En tout cas, je te remercie et je te dis à très bientôt, Macha. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir donné la parole, et merci pour tout ce que tu fais pour qu'on soit entendu. Merci beaucoup pour ton travail en tant que média indépendant. Heureusement que vous êtes là parce qu'on est tellement censuré. Il y a tellement une grande omerta que si vous n'étiez pas là, on serait encore dans le silence. Donc, un grand merci, Stéphanie.